Bienvenue dans un nouvel épisode de Productif au quotidien. Dans cet épisode, je veux vous montrer de façon très pratique et concrète comment vous pouvez faire en sorte qu'une IA comme ChatGPT ou n'importe quelle autre IA, comment ça peut passer d'un simple chatbot à qui vous faites juste poser quelques petites questions, vous discutez avec elle, à un vrai de vrai assistant personnel qui connaît ton contexte, qui est connecté à certains outils de travail que tu utilises, comme Outlook, comme Gmail, comme Notion ou peu importe, qui peut être un vrai agent qui exécute des tâches dans ton ordinateur, dans tes fichiers, et qui peut même automatiser des processus entiers pour toi. Donc, un podcast où on passe peut-être d'une utilisation de base à une utilisation avancée où on peut dire que, wow, OK, l'IA, c'est clairement mon assistant personnel. Puis, on va vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de mon propre vécu, de mon expérience personnelle. Je suis avec Caro aujourd'hui. Puis Caro sera aussi en quelque sorte peut-être représentative d'une grande majorité des auditeurs, de ceux qui nous écoutent actuellement. Bien sûr, Caro utilise ChatGPT, Oui. mais peut-être pas autant développé que ce que moi j'ai pu explorer dans les derniers mois parce que, écoute, j'ai passé des semaines et des semaines, des mois. Ça fait des mois que moi je pousse pour avoir une maîtrise assez avancée. Fait que ce sera un beau cas de comparaison où Caro pourra nous dire, elle, son utilisation actuelle. Puis après ça, moi, je vous montrerai tout ce qu'on peut faire de plus. T'sais, comment on peut vraiment passer du chatbot à cet assistant IA incroyable. Puis les démos vont se faire dans le cadre de ChatGPT aujourd'hui parce que, bien sûr, c'est encore mon IA principal. On a fait un épisode aussi récemment où je parlais de la possibilité d'aller vers Claude ou d'autres possibilités, mais au final, tout s'équivaut en grande partie aujourd'hui. Puis, dites-vous que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comme les niveaux d'utilisation et de configuration qu'on peut faire, vous pouvez le reproduire dans la majorité des outils d'intelligence artificielle qui proposent presque tous des fonctionnalités équivalentes, similaires. Okay? Fait que c'est pas juste ChatGPT Mm. seulement, ça peut être ce que vous apprenez aujourd'hui, puis on le refait dans Claude et vice-versa. Puis j'en profite avant qu'on entre dans le vif du sujet, juste pour vous dire que je viens de refaire entièrement ma formation sur ChatGPT, donc formation qui s'appelle Devenir plus productif avec ChatGPT. On a rajouté un module complet. En fait, on a bonifié la formation, on l'a mise à jour, puis on a rajouté un module complet pour créer votre premier agent IA à l'intérieur de l'écosystème de ChatGPT. Donc, l'idée, la nouvelle promesse du cours, c'est comment on peut transformer ChatGPT en un véritable assistant personnel qui exécute des tâches à notre place et qui peut te faire gagner un 5 à 10 heures par semaine. Puis, c'est pas juste une promesse marketing pour vendre. Moi, c'est le gain que j'ai expérimenté maintenant que j'ai une maîtrise beaucoup plus approfondie qu'autrefois. ChatGPT, c'est mon assistant personnel, c'est mon agent IA, je peux lui confier plein de tâches. Puis je gagne facilement un 5 heures par semaine sur plein de petites tâches routinières que j'avais à faire à la main autrefois. Fait que c'est une super belle formation. On est rendu à 6 modules, 11 heures de contenu. Vous avez le droit, en achetant ce cours-là, vous avez le droit aux mises à jour. Donc, c'est pas un cours qui devient désuet. Je sais que l'IA évolue vite. Donc, à chaque fois que quelque chose de significatif voit le jour dans l'univers de l'IA, je prends le temps d'aller mettre à jour cette formation, chose que je viens de faire en date où on filme cette vidéo. Puis, le cours est à la fois pour un débutant, quelqu'un qui n'a jamais touché à l'IA, mais rapidement, on passe de l'utilisation de base à une utilisation beaucoup plus avancée. Donc, bien sûr, les fondements nécessaires, comment marche l'IA, l'art de faire des bons prompts, etc. Mais ensuite, on passe vers une maîtrise des fonctionnalités avancées pour configurer l'IA comme un assistant de productivité. On regarde comment créer nos propres GPT personnalisés qui peuvent exécuter des tâches pour nous. On a plein de démonstrations de comment on peut intégrer ça dans nos pratiques au travail, notre vie personnelle. Puis finalement, le tout nouveau module sur la création de ton agent IA dans l'outil Codex qui est disponible du côté de l'interface ChatGPT. Puis avant qu'on commence, je tiens juste à dire, c'est un podcast qui va être, comme je disais, plus pratique, un peu comme une mini masterclass. Sachez que oui, si vous nous écoutez en audio, vous allez pouvoir profiter du contenu, mais on est aussi disponible en vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver facilement, Mathieu Desroches sur YouTube. Puis donc, je vais filmer mon écran au fur et à mesure que je fais ce podcast. Question que vous puissiez aussi voir les différentes fonctionnalités dont on va mentionner. Donc, écoute, ça fait longtemps que je parle. Caro, tu n'as même pas dit un mot encore. Comment ça va? Allô? Oui, ça va super bien, Mathieu. Ben, je suis toute oui,
Mathieu, parce que je pense que c'est le genre d'épisode qui va peut-être me fouetter un petit peu pour me mettre à niveau en matière d'intelligence artificielle. Effectivement, j'utilise ChatGPT, mais je sais que je l'utilise pas à plein potentiel et à pleine capacité. Ça fait plusieurs semaines et mois, je vais le dire, que je procrastine un peu de passer à un autre niveau, surtout dans la création d'agents IA. Mais bon, démarrage d'entreprise oblige, j'ai quand même priorisé d'autres projets. Mais ça, c'est mon projet d'été, là, de prendre le temps de non seulement d'aller découvrir ton nouveau module sur Codex, mais aussi de prendre le temps de les créer, ces agents-là. Là, j'ai réservé un temps pour ça, puis je suis super emballée, puis je pense qu'aujourd'hui, ben, ça va juste me permettre, avec cette mini masterclass, d'avoir encore plus le goût de passer à l'action. Super. Puis, je veux pas te mettre mal à l'aise d'entrée de jeu. Tu sais, toi, quand tu utilises ChatGPT, puis mettons que tu ouvres ton interface, toi, principalement, c'est quoi l'utilisation que tu en fais? C'est quoi les fonctionnalités clés que tu vas utiliser dans l'écosystème de ChatGPT? Juste pour Ouais. qu'on ait une idée de où tu en es aujourd'hui avant que je te montre ce qu'on peut faire. Ouais. Ben moi, je l'utilise beaucoup j'utilise le chatbot beaucoup comme plein de gens, j'imagine, là. C'est devenu même une façon de chercher beaucoup plus importante que de chercher sur Internet. J'ai remarqué ça. J'ai l'impression que plus je l'utilise, plus j'ai envie de l'utiliser. Euh, En même temps, je dis ça, puis je me sens encore mal. Tu sais, j'essaie aussi de bien doser parce que je sais qu'au niveau environnemental, c'est pas l'idéal. Donc, j'essaie de le garder pour des vraies recherches un peu plus substantielles. Puis aussi, ben moi, j'utilise l'agent, le producteur, le GPT producteur podcast que tu as créé pour que je puisse travailler avec toi, notamment le travail qu'on fait avec les podcasts. Donc, c'est beaucoup ça, mon utilisation. Je réussis pas à aller au-delà de ça pour l'instant. Mais c'est ça. Je pense qu'un peu comme tout le monde, j'ai l'impression que je me dis, ah, il faut que je me dépose, je prenne le temps, tout ça. Alors que je sais que dans la réalité, puis peut-être que tu vas nous le montrer aujourd'hui même, là, sinon dans la formation, mais en réalité, tu sais, intégrer quelques améliorations, c'est pas si énergivore en temps. C'est juste tu sais, des fois, je pense qu'on se met une barrière psychologique, puis je pense que ça m'arrive moi-même aussi, là. Mhm. Parfait. Ben, écoute, il y a certainement plein de gens qui sont exactement dans le même contexte que toi, puis c'est d'ailleurs le pourquoi je veux vous montrer ce qu'on peut faire pour aller plus loin dans notre maîtrise et pourquoi je propose des formations sur le sujet pour que vous puissiez aller droit au but, hein, puis ne pas avoir à faire tout le long processus de recherche et d'expérimentation que j'ai dû faire pour en arriver à cette compréhension-là. Donc, en général, fait que toi, c'est le premier niveau de base. Donc, quand quelqu'un commence à avoir une utilisation de l'IA, que ce soit ChatGPT, Gemini, Claude, peu importe, Copilote, souvent, donc, on est dans la section chat. Donc, ici, dans l'interface, si vous nous écoutez en vidéo, on a un menu qui s'appelle chat. Fait que ça, c'est tout simplement des conversations uniques. Fait que souvent, on repart de zéro. Donc, tu écris un message et c'est sûr que si c'est une question générale, comme sur Google, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin d'une utilisation particulière. Là, tu poses ta question et c'est tout. Mais moindrement que tu veux te servir de l'IA pour produire un travail quelconque, ce qui est souvent le cas pour nous, les travailleurs de bureau. Tu sais, des fois, tu as besoin que l'IA te formate un fichier Excel, te génère une présentation PowerPoint, qu'elle t'écrive un texte, qu'elle corrige un document, peu importe la nature de ton utilisation. Ben, quand tu passes par le simple chat, souvent, il faut que tu redonnes tout le contexte de zéro. C'est ça qui est long. Donc Ouais. là, ici, ben, faut que tu envisages d'utiliser certaines options comme télécharger un fichier, une photo, c'est juste pour joindre un élément de contexte, etc. Fait que ça ici, c'est bien, mais l'utilisation seulement du chat, c'est beaucoup de va-et-vient. Puis ultimement, l'IA te génère son résultat seulement à l'intérieur de l'espace de conversation. Donc, tu lui demandes une tâche,
Elle te répond dans la conversation. Si tu lui as demandé, par exemple, exporte-moi tout ceci dans un document PDF que je peux télécharger, elle va le faire, bien sûr. Mais toi, dans le chat, tu vas devoir ensuite cliquer sur le bouton, télécharger, importer ça ensuite, exemple, dans ton Dropbox, ton Google Drive ou tes autres outils. Donc, la limite du chat, c'est les multiples manipulations tout le temps, de toujours réexpliquer. Quand tu fais juste utiliser le chat de base, tu sais, l'art du prompting dont on parlait beaucoup dans les débuts de l'IA, là, d'être capable de formuler des bons prompts, elle est critique à ce moment-là parce que si on part d'une page blanche, l'IA, elle ne sait pas ce que tu veux faire. Bien sûr, dans des IA comme ChatGPT, il y a des fonctions. Quand vous allez dans la personnalisation, vous avez des menus comme la mémoire, etc., que vous pouvez activer. Fait que l'IA peut quand même emmagasiner une certaine connaissance de qui tu es au fil de tes échanges avec elle. Mais à part sa mémoire, elle ne sait rien de toi. Là. Fait que si toi, tu as une intention particulière d'effectuer une tâche précise, puis que tu voudrais que l'IA sache un peu plus c'est quoi la réalité de ton entreprise, etc., elle ne le sait pas. Tu es obligé manuellement de tout expliquer dans le chat. C'est là que, pour moi, quelqu'un qui utilise ChatGPT juste via la conversation de base, je peux pas dire que ChatGPT est réellement configuré comme étant un assistant personnel qui exécute des tâches pour toi, chose qui est la promesse de ma formation, donc de vraiment qui puisse exécuter pour nous, dans nos fichiers, dans nos outils, etc. On n'en est pas là. C'est pourquoi il faut rapidement envisager d'aller dans une utilisation supplémentaire. Ça va jusque-là? Oui. Puis je trouve ça intéressant aussi que tu puisses faire la démonstration en visuel, en visio pour les gens qui écoutent, mais aussi, je pense que ça donne une idée d'à quel point, si on est fasciné par le résultat de l'IA puis qu'on utilise principalement le chatbot, de voir à quel point on n'a encore rien vu sur toutes les possibilités. Et là, je pense que tu entres dans le vif du sujet, là. Ouais. Le prochain niveau, bon, d'ailleurs, toutes les fonctions plus puissantes, disons-le comme ça, souvent, par contre, ça va être disponible à partir du plan payant. Okay? Fait que ce soit ChatGPT ou n'importe quel IA, si vous voulez débloquer des fonctions comme les assistants IA, les agents IA et les autres choses que je vais vous montrer, souvent, il faut que tu sois sur un truc payant qui commence en général à autour de 20$ par mois US, quelque chose comme ça. Dans ChatGPT, parce que là, je fais la démo dans cet écosystème-là, la seconde fonction qui est tellement utile et intéressante, c'est les projets. Donc, quand vous avez un compte payant, vous allez avoir ce bouton-là, ce menu-là qui va être ajouté à votre interface dans vos options. Ça s'appelle projet. Les projets, en fait, c'est que ça fait... Au début, on pensait que créer un projet dans une IA, c'était juste pour avoir comme un dossier dans ton ordinateur où est-ce que tu peux comme regrouper un certain nombre de conversations à l'intérieur. Ce qui, en soi, oui, ça permet de regrouper des conversations au lieu que tout soit pêle-mêle dans votre menu chat ici. Tu pourrais, exemple, tout répertorier à l'intérieur d'un dossier qu'on appelle un projet. Okay? Mais le projet, sa grosse valeur ajoutée, c'est que ça te fait un genre d'espace de travail où l'IA peut avoir une intelligence et une connaissance de ton univers ou du type de tâche que tu veux faire. Donc, tout ce qui se qualifie pour un projet dans des outils d'IA comme ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, puisqu'ils ont toutes ces fonctions-là aujourd'hui. Dans Gemini, je pense que ça s'appelle des notebooks, etc. Mais ça va être soit un vrai de vrai projet, c'est-à-dire un engagement là, sur lequel tu es actif, exemple un projet qui va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis là, il y a un début et il y a une fin, et tu veux tout organiser tes interactions avec l'IA en lien avec ce projet-là dans un même espace. Ça, c'est une première utilisation. Mais ce qui est vraiment intéressant, point de vue projet, c'est aussi pour nos sphères de vie et responsabilités récurrentes. Exemple, moi, j'anime un podcast, donc clairement, c'est quelque chose de récurrent pour moi. On fait des podcasts à chaque semaine. Donc, tu sais, au lieu de, à chaque fois que je commence une utilisation de ChatGPT, puis admettons que je veux qu'il m'aide pour mes épisodes, ça serait un peu fou de devoir, à chaque conversation, tout lui réexpliquer de zéro. Bonjour, aide-moi à produire un podcast. Mon podcast s'appelle Productif au quotidien. Je le co-anime avec Caroline. Nous nous adressons à des entrepreneurs. Ça n'a aucun sens. T'sais, s'il faut que je réexplique tout à chaque conversation, je ne gagne pas trop de temps. Il vaut mieux le faire moi-même rendu là.
Le projet règle ce problème-là. Quand tu te crées un projet, tu peux vraiment configurer un espace dans lequel, premièrement, quand on va dans les paramètres, vous allez trouver quelque part une option qui va s'appeler des instructions. OK? Fait que ça, c'est comme le méga prompt, là, le gros prompt où tu définis clairement qu'est-ce qui se passe ici, quelle est la posture et le rôle que tu veux que l'IA adopte à l'intérieur de cet espace de travail-là. Et là, à l'écran, si vous nous écoutez en vidéo, ben, je montre ici une démo d'un projet que j'ai créé, disons, pour ma formation, mieux s'organiser pour être productif. Fait que moi, ça, c'est un projet, j'ai un cours existant, mais que je veux mettre à jour, etc., que je veux continuellement développer. Donc, au lieu de tout réexpliquer, j'ai créé un gros projet complet. Puis regardez, le genre d'informations que j'ai données, point de vue des instructions. Donc, j'ai dit déjà le contexte. C'est quoi le projet? C'est création de la version 2 de la formation Mieux s'organiser pour être productif. J'ai inséré le lien de la page web pour que l'IA, si elle a besoin de consulter la page web, il y a de l'information là-dessus. Description, là, j'ai vraiment donné tout le rôle que je veux que l'IA adopte à l'intérieur de ce projet-là, comme si c'était un employé virtuel. Donc, je lui ai dit, tu es mon assistant stratégique et pédagogique pour la création complète de la version 2 de la formation Mieux s'organiser pour être productif. Ta mission est de m'aider à concevoir, structurer, moderniser, commercialiser la formation afin d'offrir une transformation claire, concrète et mesurable aux entrepreneurs et professionnels qui souhaitent apprendre à organiser leur information et leurs outils de travail. Ensuite, je lui ai dit son rôle. Qu'est-ce qu'elle doit... Comment je veux qu'elle agisse? Tu agis comme un expert en productivité et organisation. Tu es un spécialiste en pédagogie et conception de formation en ligne. Tu es un architecte de parcours d'apprentissage structuré, logique et progressif. Tu es un copywriter marketing capable de rédiger des pages de vente, des courriels promotionnels, des webinaires, des publicités, etc. Et là, j'ai continué de lui donner tout un gros bloc d'informations. Je lui ai donné davantage et j'ai fait une section contexte stratégique. Donc là, j'ai dit, la formation Mieux s'organiser pour être productif a été lancée en mai 2022. C'est devenu une formation best-seller avec plus de 920 étudiants et des centaines de témoignages de transformation accessibles dans la base de connaissances. Ensuite, je lui ai donné les objectifs que je souhaite atteindre avec la V2, donc le projet actuel qui est une refonte d'une formation. Je lui ai tout montré. J'ai dit, tu dois moderniser la plateforme, produire des tutoriels à jour, présenter les nouvelles fonctions offertes par l'intelligence artificielle dans nos outils de travail de bureau, ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment donné tout le contexte. Je lui ai pointé ensuite vers des documents spécifiques que je lui ai fournis dans ce qu'on appelle une base de connaissances. Fait que je lui ai dit, les documents de la V1 disponibles dans la base de connaissances sont mes anciennes notes de cours, des scripts, des webinaires, de cahiers de notes que je fournissais aux étudiants, du matériel marketing, des témoignages. Tout ça sert d'inspiration et de fondation stratégique. L'objectif n'est pas de copier la V1, mais de créer une version améliorée, plus claire, plus structurée et plus transformationnelle. Ensuite, je lui ai redonné de l'info sur le public cible de la formation, donc les entrepreneurs et les professionnels débordés. Voici à quoi ils aspirent, voici leurs problèmes. Ensuite, je continue. On voit que c'est assez long, là, mais vraiment un gros bloc d'instructions qui définit tout le paramétrage. L'IA a tout le contexte grâce à ça. Elle sait comment agir, elle sait de quoi il s'agit, quels sont mes objectifs et qu'est-ce qu'on est en train de produire dans cet espace-là. Donc voilà. Ensuite, j'ai enregistré ça sous forme d'instruction. Simplement avec ça et rien de plus, maintenant, je pourrais commencer un nouveau chat, une nouvelle conversation ici à l'intérieur du projet. Tout de suite, l'IA saurait de quoi on parle. Je pourrais juste faire une demande en un mot, là, deux, trois mots. De quoi parle ce projet, par exemple? Boum, l'IA, grâce au bloc d'instruction, me dirait présentement, nous travaillons sur la refonte de ta formation. Celle-ci a été créée en 2022, mais tu veux la moderniser, blablabla. Voici nos objectifs. Je dois agir comme ceci. C'est ça ici. L'IA le sait. Tu donnes des paramètres. L'autre niveau de plus, ensuite, c'est les sources. Dans un projet, tu peux... c'est là, quand je faisais référence dans mes instructions à une base de connaissances, là, quand je lui disais de se référer à des notes de cours, etc., c'est tout ça ici. Donc, je lui ai donné des documents de connaissances pour qu'elle sache où puiser de l'information pour ne pas inventer n'importe quoi, mais pour vraiment travailler avec mes idées et mon savoir. Fait que moi ici, j'ai connecté mon compte Google Drive et j'ai donné accès directement à mon dossier Google Drive dans lequel figurent toutes mes notes de code de l'ancienne version, mes PowerPoint, tout le matériel. Fait que juste en ayant ce dossier-là, l'IA peut aller scanner un peu ce qui s'y trouve, puis elle a davantage de connaissances du contexte du projet. Ensuite, j'ai pris le temps de rédiger des documents détaillés sur c'est quoi toutes mes offres, toutes les formations que je propose. Comme ça, elle sait que ce cours-ci qu'on est en train de créer, ça s'insère dans un éventail plus large de formations.
on parle pas juste d'organisation des outils, mais on parle aussi de gestion de courriel. Mathieu a des cours sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est un document qui résume mes offres. Ensuite, ben, j'ai mis un gros document. Moi, j'avais plein d'idées dans ma tête là, de tous des ajouts que je veux faire dans le cadre de ce cours-là. Donc, j'ai condensé toutes mes idées de base, puis je les ai mis en document de connaissance. Fait que si, disons, je commence une conversation et que je dis juste à l'IA, résume-moi quelles sont mes idées que je veux apporter dans ma V2 de ce cours-ci, paf, sûrement que l'IA va aller lire ce document-là et elle va extraire toutes mes idées. Donc déjà, juste les projets, on est à des années-lumière d'un simple chat que tu pars de zéro. C'est que ça permet d'avoir un contexte persistant, soit pour un projet ayant un début et une fin déterminés, ou soit pour une sphère récurrente. Parce que je pourrais faire la même chose avec mon podcast, par exemple. Tout ce qui est récurrent, mes emails que j'envoie à mon audience à chaque semaine, je pourrais me faire un projet infolette, lui donner toutes sortes de data et de connaissances sur moi. Fait que ça, c'est un niveau supplémentaire. Très peu de gens utilisent ça, mais c'est tellement puissant, là. Ben, ce que je trouve intéressant, puis tu viens de le démontrer, c'est que, en fait, oui, il faut un certain temps pour établir le contexte et les instructions du projet, mais une fois que c'est fait, ben là, tout ce que tu vas déployer avec l'intelligence artificielle, ben, il va avoir tellement bénéficié de toutes les instructions, de tous les documents sources, que ça va amener le travail beaucoup plus loin. Donc, le gain de temps, il va être là au final, puis il va pouvoir, lui, alimenter de tes idées, puis dans l'échange aussi que tu fais avec l'IA là, en cours de création. Tout à fait, tout à fait. Mm. Donc, les projets, c'est une utilisation de plus qui vaut vraiment le coup. Ensuite, le prochain palier où on peut vraiment faire en sorte que l'IA, ChatGPT ou autre, devient un vrai assistant de travail, c'est la fonctionnalité des GPT personnalisés, des assistants IA. On a l'équivalent dans l'IA Gemini, ça s'appelle des GEM, G-E-M. On a l'équivalent aussi dans Claude, eux autres ils appellent ça des skills. Fait que les skills, c'est un petit peu différent dans la mécanique. Mais ici, en tout cas, dans l'univers de ChatGPT, en date d'aujourd'hui, ça s'appelle des GPT personnalisés. J'ai eu vent qu'éventuellement, peut-être que ça va basculer en skills parce que ça semble être la nouvelle architecture là, de tous les développeurs d'IA dans le futur. Mais un GPT, donc, j'en ai parlé à quelques reprises sur le podcast déjà, mais juste pour remettre en contexte sans trop m'étendre là-dessus. Un GPT, c'est vraiment un assistant que tu entraînes avec tes procédures. Donc, c'est une façon de faire. Ça va être un peu moins large qu'un projet. Tu sais, un projet peut être très large. Par exemple, si je retourne sur mon projet de tout à l'heure, la formation Mieux s'organiser pour être productif, bien, à l'intérieur de ce projet-là, je peux faire plein de tâches variables. Par exemple, je peux écrire mes notes de cours, je peux écrire une page web, je peux rédiger des publicités, je peux écrire un script pour une vidéo quand je suis devant la caméra. Donc, tu sais, l'éventail de tâches que j'accomplis dans un projet est large, alors que quand on passe plus par les GPT, c'est vraiment là, de former un assistant pour qu'il fasse une tâche très pointue. Exemple, moi j'en ai plein. Moi, je me suis créé un assistant IA qui s'appelle le rédacteur d'infolettes. Fait que lui a été entraîné, si je m'en vais ici dans mes GPT, il est quelque part là-dedans, assistant email, non, c'est pas lui, rédacteur infolette, c'est celui-là. Le rédacteur d'infolette, c'est que j'ai vraiment pris le temps de créer une procédure. Déjà, j'ai donné de la connaissance aussi sur qu'est-ce qu'une newsletter écrite par Mathieu. Donc, il y a un modèle de référence. Mathieu écrit comme ça. Voici ses styles de phrases, le jargon qu'il utilise. Mathieu écrit au-tu, donc de façon personnelle. Il n'écrit pas au vous. Il n'utilise pas non plus un langage trop familier, style québécois. Il utilise un français international. Ses structures d'infolettes, ça va souvent être une phrase d'accroche, suivie d'un développement et d'un appel à l'action. Et souvent, une signature de type PS, si tu veux en savoir plus, viens... Donc ça, c'est typique d'une infolette Mathieu Desroches. Donc moi, j'ai vraiment créé toute une procédure ici. Donc en donnant des exemples, en disant comment on le fait. Ce qui fait que mon assistant IA... Lui, je peux faire appel à lui de différentes façons. Ben déjà, je pourrais juste, par exemple, l'utiliser. Là. Donc, si je clique dessus, vois-tu, ça m'arrive ici dans une interface que, en partant, je pourrais juste cliquer sur un bouton. Ben, j'ai une nouvelle infolette à écrire. Donc, je démarre ma conversation de même. Et tout de suite, dis-toi que là, l'IA est en train de réfléchir.
puis de consulter toute ma méthode. Donc là, elle a pris quelques secondes pour consulter mon modèle Mathieu Desroches, lire les instructions que je lui ai données. Donc là, tu vois, elle me pose une question du genre, pour que j'écrive une infolette vraiment alignée, j'ai besoin de 3 précisions. C'est quoi l'objectif cette semaine de ton infolette? C'est quoi le call to action que tu veux mettre? Parce qu'elle sait que je finis toujours avec un call to action, c'est typique de moi. As-tu des notes, un angle ou une idée de départ que tu veux inclure absolument? Donc, idéalement, tu essaies de l'alimenter un petit peu pour que ça soit quand même ton contenu puis ton expertise. Moi, je pourrais juste répondre brièvement là, en 3 mots. Voici ce que je veux, voici tel truc. Et boum, l'IA s'exécute devant moi puis elle va me générer une infolette écrite à la Mathieu Desroches. Ça, c'est ce qu'on appelle un assistant IA. Mais lui, là, le rédacteur d'infolette, pour distinguer d'un projet, il fait juste une tâche. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rédige des infolettes. Il ne faudrait pas que je lui demande, là, par exemple, OK, écris-moi une publication pour Instagram, pour LinkedIn. Il n'est pas entraîné pour faire ça. Là, si je lui demande de faire ça, je vais retomber sur une IA générique comme si je partais dans le chat de base où je pourrais demander au chat de base, écris-moi une infolette pour telle affaire, mais le chat de base, c'est que lui, il n'écrira pas comme moi, ne sait pas ma structure type, va peut-être utiliser un langage qui n'est pas le mien. Fait que je me retrouve avec un résultat bof, mitigé. C'est pas super. Et la beauté de la chose des assistants IA, qu'on appelle les GPT, c'est qu'eux autres peuvent être appelés n'importe où. Par exemple, je pourrais passer par le chat, je fais un nouveau chat, puis là, au lieu de partir de zéro puis dire « écris-moi une infolettre », bien, à la place, je peux juste faire le petit symbole arrobas sur mon clavier. Bon, là, ça ne fonctionne pas pendant que je fais ma démo, c'est drôle à l'écran. Normalement, tu fais le symbole arrobas, puis en un clic, tu es capable d'appeler tes assistants IA. Est-ce que je les ai ici? Écoute, je fais la démo puis ça ne marche pas aujourd'hui, mais normalement, 100% du temps, tu es là dans ton interface, tu fais juste le symbole arrobas, OK? Puis tu peux comme activer ton assistant IA. Je vais essayer de faire un autre test à l'intérieur d'un projet juste pour voir si ça marche de ce côté-là. Arrobas. Oui, OK, il serait là. Attends, je vais recommencer. Donc, à l'intérieur ici de mon projet, voilà, ça fonctionne. Donc là, je suis dans une conversation, je fais le arrobas et puis je peux directement, par exemple, faire appel à mes assistants IA qui ont été créés. Fait qu'on voit ici que j'ai le fameux producteur de podcast, Caroline, que tu connais, mais j'aurais aussi le rédacteur d'infolette. Fait que je pourrais juste cliquer dessus et là, je pourrais refaire ma même requête. Écris-moi une infolettre pour blablabla. Et parce que j'ai activé l'assistant IA, ben, cette infolette-là ne sera pas comme générique. Elle va être écrite selon ma méthode, encore une fois, que j'ai consignée à l'intérieur du GPT. Et est-ce qu'on peut l'utiliser ailleurs que d'activer justement un des GPT? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut les activer ou ça se résume à l'univers de ChatGPT? C'est ça. C'est ça. Très bonne question qui m'amène à la limite des GPTs, contrairement à ce qu'on appelle des skills. Les skills qui, à ce jour, dans l'interface de base ChatGPT, les skills ne sont pas disponibles. Ils vont être disponibles dans la coche d'au-dessus que je vais vous montrer plus tard. Contrairement, par exemple, à Claude, entre autres, là, Claude sont vraiment avant-gardistes au niveau des skills. Les skills, eux autres, tu vas pouvoir les appeler n'importe où. Là, ton GPT, lui, il est seulement limité à être appelé à l'intérieur d'une conversation ou dans un projet. Puis la limite des GPTs, tel qu'on le connaît actuellement, c'est qu'il y en a juste un à la fois qui peut s'exécuter. Donc, j'aurais pas pu faire de requête du genre, par exemple, rédige une infolette avec le rédacteur de podcast, plus utilise, par exemple, aussi le producteur de podcast ensuite. Tu vois, là, si vous regardez à l'écran, ça m'a décoché. C'est un à la fois seulement. Ça, c'est problématique parce que quand on veut entrer plus dans une utilisation pro où on va automatiser des tâches et des processus complexes à l'IA, ben, tu veux souvent coordonner une succession de skills qui vont s'exécuter un à la fois, un en arrière de l'autre, en fil. Donc c'est une de ces limitations. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme je l'ai dit, ça s'en vient, les skills, dans ChatGPT de base.
Désormais, ils sont disponibles dans l'autre coche vraiment plus avancée de ChatGPT qui sera Codex, donc leur agent IA. Mais juste avant d'aller à Codex, je vais montrer par contre une autre section qui est vraiment essentielle pour faire en sorte que l'IA devienne un vrai assistant. C'est le menu Applications connectées. Donc, quand vous êtes dans votre compte, vous avez normalement un menu qui s'appelle Applications, ou si vous allez dans vos paramètres, pas paramètres ici, vous devriez avoir aussi un menu Applications. Les applications, donc, c'est que ça permet en fait d'associer une genre d'intégration de vos autres outils que vous utilisez à votre IA, ChatGPT ou autre. Fait que, par exemple, ici, on voit à l'écran, si vous nous regardez, que j'ai mis j'ai activé certaines applications fréquentes que j'utilise. Par exemple, Canva, qui est le logiciel que j'utilise pour faire mes PowerPoint, mes images, etc. Ben là, désormais, on voit qu'il y avait une intégration Canva. Gmail, Google Calendar, Google Drive, Notion, PayPal, Stripe, System.io, qui est mon logiciel d'envoi de courriel, et plein d'autres. Donc, vous, ce serait vraiment juste d'aller voir dans les menus. En fait, est-ce que mon outil que j'utilise, moi, au travail est disponible? Par exemple, vous travaillez avec Asana. Oh, tiens, Asana est disponible en connecteur. Fait que là, vous pourriez connecter ça dans votre compte et ça permet que l'IA ne fait plus juste agir ici dans le fameux chat comme au début où tout se fait à l'intérieur, c'est limité. En connectant vos outils, ça permet que vous pouvez aller chercher du contexte présent dans d'autres applications, voire même des fois de demander à l'IA d'agir dans vos outils. Si je reviens sur l'exemple de mon projet du début que je vous ai montré de ma formation Mieux s'organiser pour être productif, rappelez-vous que dans mes sources, on voit que j'avais ici la connexion avec un dossier Google Drive de ma formation. Ça, c'est parce que j'ai mis un connecteur Google Drive. Donc, directement, je peux pointer l'IA, dire à l'IA, va dans mon Google Drive, dans ce dossier particulier, puis cherche le contexte nécessaire à ce projet-là. C'est le connecteur qui a permis d'aller chercher finalement le matériel. Sans connecteur, tu n'aurais pas eu accès à ton Google Drive, à ton dossier que tu avais mis à cet endroit-là. Tout à fait. Puis regarde ici, mettons que là, je m'en vais dans le chat de base, puis que je repars de zéro. Admettons que là, j'ai mis des connecteurs. Et je pense que j'en ai un d'ailleurs pour mon Google Agenda qui est ici. Fait que tu peux aller le chercher, tu fais le petit symbole plus ici et tu vas voir la liste de tes connecteurs ou je pense que le arrobas fonctionne également si je fais le test. Oui, arrobas. Donc, tu sais, ça te met tes connecteurs là. Fait que là, mettons que j'active le connecteur Google Calendar puis que je lui dis quel est mon bloc de travail ce matin entre 9h30 et 12h30. Là, ChatGPT a désormais accès à mes outils. Fait que il s'en va là, il est en train de faire une recherche dans mon agenda. Puis garde, ce matin, ton bloc de travail est podcast Caro. Entre 9h30 et midi, lieu non indiqué, description vide. Tu as aussi une priorité hebdomadaire de toile de fond, donc d'enregistrer 2-3 épisodes dans ta semaine. Fait qu'automatiquement, mon IA devient plus intelligente. Elle peut savoir du contexte que j'ai dans d'autres applications. Fait qu'on peut faire n'importe quoi. J'ai montré Asana tout à l'heure, qui est un outil de gestion de tâches. Admettons que c'est ça que j'utilise. Je pourrais pointer vers Asana puis juste dire on en est où dans tel projet? Fais-moi une mise à jour du statut et de l'avancement et quelles sont les prochaines étapes prioritaires que l'on devrait planifier. Là, elle ferait une recherche dans Asana, elle irait voir ça, elle me sortirait la liste. Puis peut-être que je pourrais la relancer après vers l'autre connecteur Google Agenda et lui dire parfait, viens me planifier un bloc de travail sur ces priorités-là lundi matin entre 13h et 15h. Tu comprends que l'IA commence à avoir des bras. Oui. Puis elle agit un peu comme une coordonnatrice finalement, un peu comme une adjointe virtuelle. Exactement. Mais c'est intéressant les connecteurs et ce que ça permet. Mais il y a encore un niveau supérieur dont tu vas nous parler, c'est-à-dire l'agent IA Codex. Donc, on en est là. C'est d'ailleurs une nouveauté de la formation Devenir plus productif avec ChatGPT que tu as ajouté récemment. Et parle-nous du fameux Codex, là. Oui, tu sais, c'est que la limite ici du chat demeure que bien souvent, l'IA s'exécute en te répondant à l'intérieur du chat ici. Puis les intégrations, même s'il y a des connecteurs de base, disons, dans ChatGPT, souvent, il y a des limitations. Je pense que c'est pour des fins de sécurité aussi. Tu sais, les IA comme ChatGPT, Claude, etc. se protègent dans le sens que, tu sais, il y a
il y a tout le monde là, qui utilise ces interfaces-là. Fait que ils se mettent des garde-fous un petit peu pour pas que l'IA... Ils limitent le pouvoir de l'IA, de ce qu'elle peut faire réellement. Par exemple, je pense que j'ai fait un test récemment. Oui, il y a un connecteur Gmail pour mes courriels. Mais admettons que je demande ici à ChatGPT, envoie un courriel à Caroline pour lui dire ceci. Il me semble, à moins que ça l'ait changé, que ça va me répondre « Désolé, je n'ai pas la capacité d'écrire et envoyer un courriel pour toi. Je peux simplement consulter tes archives de messages, etc. » C'est là que l'interface de base, ChatGPT, c'est pas un agent IA qui exécute. L'agent IA qui exécute va être Codex, du point de vue de l'interface d'OpenAI. Dans Claude, ça va être Claude Cowork, Claude Code, et dans Gemini, ça va être Gemini Spark, qui est en déploiement actuellement. Codex, donc on clique là-dessus, on le télécharge sur notre ordinateur, puis ça nous donne une interface qui ressemble quand même à ChatGPT. On n'est pas trop dépaysé, c'est-à-dire c'est une conversation de base. La seule chose, c'est qu'ici, on retrouve quand même des aspects intéressants, les modules d'extension. Donc c'est là que tous tes connecteurs que tu as mis précédemment dans ChatGPT sont déjà activés ici. Fait que Codex, lui, a de la capacité déjà d'agir. On voit Gmail est là, etc., Google Calendar. Puis, tu as des connecteurs supplémentaires. Fait que, par exemple, je pense que quand tu arrives dans Codex, il faut que tu recliques encore sur Gmail une deuxième fois, juste spécifiquement dans Codex, parce que Codex, là, lui, va donner des autorisations de plus à ton Gmail. Fait que Codex, lui, il peut envoyer un message pour toi via Gmail, alors qu'il ne pouvait pas dans ChatGPT à titre d'exemple. Oui, parce que tu lui donnes la permission, en fait, de le faire. C'est ça. Exact. Ouais. Tu lui donnes tes... Fait que même affaire ici, tu vois, on retrouve plein d'outils, Microsoft Outlook, SharePoint, Microsoft Teams. Il y a une liste infinie d'outils. Il y en a vraiment beaucoup, là. Une affaire qui est incroyable, c'est le plugin, l'extension Google Chrome là, qui donne à ton agent IA la capacité d'aller sur le navigateur Internet puis d'agir pour toi. Des connecteurs pour des fichiers Excel, PowerPoint, ce qui permet que l'IA peut carrément travailler dans tes fichiers. Fait que tu lui rajoutes des connecteurs ici. L'autre élément au niveau de Codex, c'est les compétences. Fait que là, c'est les fameux skills. Fait que les skills, c'est comme je vous dis, ça ressemble vraiment beaucoup aux GPTs, à la seule différence que les autres, c'est un fichier de formatage qui est bien différent. Donc souvent, ça va être une ligne d'instruction. Je vais essayer d'en prendre un. J'en ai un qui s'appelle le préparateur d'entrevue. Il est ici, préparateur d'entrevue. Donc tu sais, souvent, tu as un fichier d'instruction complet qui dit vraiment toute la procédure, où trouver l'information, comment ça fonctionne, etc. Fait qu'on peut créer plein de skills. Jusque-là, ça se ressemble beaucoup avec les GPT. La seule différence, c'est le côté versatile du skills et le fait qu'il peut être exécuté plusieurs à la fois. Fait que mon agent IA, lui, je pourrais, exemple, lui demander une succession de choses. Je pourrais lui dire prépare mon entrevue avec Caro en utilisant mon skill. Et là, j'appelle mon skills préparateur entrevue de podcast, OK? Et dans ce cas-ci, tu as fait la barre oblique pour... le slash command qu'on appelle, là, slash command détecte automatiquement le skills. Puis là, ensuite, tu vas rédiger un post LinkedIn avec mon skill slash command. J'en ai un qui s'appelle rédacteur post LinkedIn. C'est celui-là. Ouais, rédacteur post LinkedIn. Finalement, tu vas me fournir ton résultat dans ma base Notion. Et là, je vais appeler mon connecteur Notion. Est-ce que je l'ai mis ici? Non, je ne l'ai pas activé dans cette démo-là, là, mais mettons, de base, je vais aller chercher Google Drive, par exemple. Paf. Donc, tu vas mettre le résultat dans mon dossier Google Drive, okay, par exemple. Donc là, on voit que je lance ça. Une requête, l'IA s'exécute, donc exécute plusieurs skills, ensuite va m'exporter les résultats, non pas dans un chat fatigant où à chaque fois, tu sais, c'est du va-et-vient, l'IA me répond, là, OK, j'ai un bon résultat, il faut que je copie sa réponse ailleurs. Mon agent, lui, s'en va directement extraire à l'endroit où je le pointe, comme ça. Ouais. Fait que ça, c'est l'agent IA, c'est le niveau de plus. Puis l'affaire complètement malade, on n'aura pas le temps d'aller en détail là-dessus, mais ça, on le voit dans la formation, c'est le menu, ensuite automatisation.
qui te permet, ça c'est la couche là, qui coordonne tout. Fait que là, l'exemple, le processus que je viens de faire en exemple ici, là, je pourrais convertir ça en tâches automatisées. Exemple, mettons qu'on a un podcast ensemble chaque lundi matin, Caro, ben, je pourrais activer tout ça chaque lundi matin. Chaque lundi à 7 h le matin, tu prépares mon entrevue du jour avec Caro. Ensuite, tu m'écris le post LinkedIn pour annoncer à nos auditeurs qu'on est en onde. Puis, tu nous mets tout ça dans Google Drive pour que moi et Caro, on puisse voir notre document de préparation en simultané puis co-travailler dessus. Paf, je lance ça, je convertis ça en automatisation. Et ça, c'est un agent IA. Ça, c'est une chose, mais ensuite, ça va tellement plus loin. Tu sais, l'agent IA, tu as un autre menu qui s'appelle Projet. Projet, ici, du point de vue de l'agent IA Codex, je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé le mot projet. Ils auraient dû l'appeler dossier, parce qu'en réalité, projet, c'est tout simplement que tu pointes ton agent vers un dossier spécifique de ton ordi. Fait que, mettons que je crée une nouvelle conversation. Je vais juste recommencer de zéro. Un peu comme une bibliothèque. Un accès à ton ordi. Tu sais, comme exemple, okay. Mettons, ici, là, ça me demande de où est-ce que je veux que l'IA s'exécute ou qu'elle ait accès à quoi. Fait que là, moi, je pourrais juste aller chercher dans mon ordi un répertoire spécifique, là. Je peux aller chercher n'importe quel dossier de mon ordinateur. Puis, exemple, mettons que j'ai un dossier qui s'appelle, je sais pas moi, nos scripts d'épisodes de podcast. Je pourrais pointer l'IA sur le dossier script d'épisode. Automatiquement, l'IA a un accès en lecture et en édition à l'intérieur de ce fichier-là, de ce dossier-là. Fait que je pourrais directement demander à mon agent, regarde notre dossier podcast, fais-nous un brief là, de nos catégories de sujets qu'on a abordés dans la dernière année, juste pour savoir la proportion. Est-ce qu'on a plus parlé d'IA, de gestion d'énergie? Fait que là, l'IA a directement accès à du contexte dans ton ordi. Puis, ensuite, tu peux lui demander de s'exécuter à l'intérieur. Fait que je pourrais lui dire, OK, ben parfait. Le brief que tu viens de faire, là, crée-nous une présentation PowerPoint de 10 diapositives, puis enregistre le PowerPoint directement dans notre dossier. Comme ça, moi, quand je vais voir notre équipe, je vais directement avoir une présentation que je peux leur afficher pendant que je leur présente un peu le rapport, le compte-rendu. Fait que là, l'IA, tu vois, directement, elle travaille dans l'ordi. Tout ça se combine, là, des accès à ton ordi, plus le navigateur, plus tes outils connectés en MCP avec des automatisations, avec des skills. Tu comprends que ça ouvre la porte à ce que, tu sais, on passe plus juste, comme je disais au début, là, ici, le petit chat GPT, bon, comment utiliser chat GPT pour discuter avec lui. Ma formation que j'ai créée, c'est plus ça. On est passé d'un cours de base qui t'amène éventuellement à le transformer en assistant personnel, qui a des bras, qui a de l'intelligence, qui a des skills, puis qui peut travailler exactement comme toi. Donc, c'est ce que je voulais te présenter aujourd'hui dans le cadre de cette masterclass. Fait que tu vois que, Caro, si toi, en date d'aujourd'hui, ton utilisation de ChatGPT se résume surtout à le chat de base, je pense que tu as compris qu'on peut passer à une coche nettement plus avancée. Oh que oui. Et je m'en doutais, je veux dire, je le sais, je l'entends, je vois les modules s'accumuler dans la formation aussi avec la mise à jour que tu as fait. Mais je pense que c'est ça, la puissance qu'on peut y gagner, c'est par rapport à l'efficience, à l'efficacité, la rapidité d'exécution et le simple fait qu'on transfère véritablement une délégation de tâches à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça devient quasiment un clone de soi-même parce qu'on le paramètre de notre façon de faire. Donc, c'est révolutionnaire, en fait. Et ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Ce sera l'objet, c'est du contenu secret encore, mais clairement, je veux faire une formation là-dessus. Ce qui est complètement fou. Je ne l'ai pas montré. Ce que je vous ai montré là, c'est déjà fou. C'est déjà une révolution. Mais je dirais que c'est encore seulement 20-30% de ce que moi, j'ai réussi à configurer parce que je me suis... La façon que j'ai configuré mon information et tout mon contexte, j'ai connecté mon agent IA, Codex et Cloud Code et Cowork parce que la méthode que j'ai créée, elle est universelle. Elle peut être lisible par n'importe quel outil d'IA. Fait que si ChatGPT perd la cote le mois prochain, je peux basculer vers Claude sans rien changer. J'apporte ma configuration avec moi. J'ai pointé mon IA à mon deuxième cerveau. Donc, mon deuxième cerveau est devenu lisible par l'IA. Et mon deuxième cerveau, moi, c'est là-dedans que j'ai plus de 10 000 notes. Là, je suis en train de faire un ménage de tout ça. Plus tard, on fera des épisodes là-dessus. Mais moi, en un clic, l'IA, c'est tout de moi
que ce que j'ai voulu lui donner, bien sûr. Là, je me limite, je ne vais pas mettre des choses confidentielles, mais tout ce que je veux qu'elle sache à propos de moi, là, elle le sait parce que je la pointe vers mon deuxième cerveau. Fait qu'en un clic, là, dans mon deuxième cerveau, par exemple, j'ai une note existante qui est mes idées de projet à développer cette année. Là, j'ai plein d'idées. J'en ai trop d'idées. En un clic, je peux dire à mon agent IA, regarde mon dossier, mon deuxième cerveau, et dis-moi quelles sont les idées que j'envisage de développer cette année. Là, elle va le sortir, elle a accès à cette info-là. Maintenant, je veux que tu prennes le rôle d'un conseiller stratégique puis que tu m'aides à mettre de l'ordre dans mes pensées puis à prioriser ce qu'il faut que je fasse. Et là, boum, on commence une session de travail. Puis là, après, l'IA pourrait me générer quelque chose. D'accord, génère-moi un tableau Excel avec un onglet pour chaque idée. Fais-moi un plan d'action de comment les implémenter sur une période de 12 mois. Boum, tu sais, ça se fait en un clic, tout ça. C'est tout simplement révolutionnaire. Fait que ça, je vous annonce en primeur, là, prochainement. Je ne suis pas encore prête à le faire tout de suite, mais prochainement, le prochain cours que je veux sortir et vous proposer, ce sera comment créer son deuxième cerveau intelligent, son deuxième cerveau IA. Parce que là, l'IA, en fait, ton deuxième cerveau devient le système de pilotage de ton IA. Elle navigue dans tes dossiers, elle sait où chercher son info. Puis la beauté, c'est que moi, j'ai organisé toutes mes skills de façon à ce qu'ils soient mobiles, qu'ils peuvent être avec moi. Parce que je tiens quand même à dire une nuance, peut-être ceux qui ont joué un petit peu avec, que ce soit Claude, que ce soit Codex. D'ailleurs, je peux peut-être ouvrir Claude pendant que je vous parle en même temps. Tu sais, dans Claude, dans Codex, on peut créer les fameux skills dont je parle depuis le début. La seule chose, c'est que ces skills-là, si tu les installes à l'intérieur d'une application spécifique, ils sont prisonniers à cet endroit-là. Ouais. C'est-à-dire que si demain matin, tu es comme, ben Claude, je suis tanné de lui, je vais aller vers la nouvelle application Dernier Cri, ben là, tu es coincé, tes skills sont uniquement dans Claude. Fait que moi, j'ai trouvé une façon de faire en sorte que mes skills sont dans mon deuxième cerveau, puis je fais juste pointer l'IA vers ça. Puis c'est ça que je voulais vous montrer à l'écran. Ce sera pas long. J'ouvrais ma fenêtre pendant que je parlais, là. Ça, exemple, c'est mon espace. Je suis dans Claude ici, là. Mais il y a un menu qui s'appelle compétences, skills, c'est la même chose. Puis là, ici, ça, c'est des skills au début. Quand j'ai commencé, moi, je créais mes skills téléchargés localement dans Claude. Mais là, je me suis rendu compte que si je veux migrer, par exemple, dans Codex, qui est l'autre IA que j'aime bien, ben mes skills, ils ne sont pas ici dans Codex. Ils sont seulement localement dans Claude. Fait que comment je fais pour avoir des skills portables que je peux avoir et dans Claude et dans Codex et dans n'importe quel IA? Ben ça, c'est avec la méthode que je suis en train de faire qui sera tout simplement révolutionnaire. Fait que c'était une petite parenthèse. Et pour t'avoir vu travailler là-dessus et te questionner là-dessus en arrière-plan, je veux dire, tu as travaillé très fort pour arriver à ce résultat-là, mais qui fait en sorte que tantôt tu disais, si tu demandais conseil à un conseiller stratégique, qu'est-ce que je devrais faire, quelle idée, de quelle façon, mais même l'humain n'aurait pas accès à toutes les idées que tu as colligées dans ton deuxième cerveau. Oui, c'est ça. Donc, c'est quasiment meilleur. Ben, en fait, pour ce cas de figure-là, c'est certain que c'est meilleur parce qu'il n'y a jamais un humain qui va lire tes 10 000 notes. En tout cas, je pense pas. Mais non, mais c'est ça, là. Tu sais, exemple, j'ai fait un test avec mon deuxième cerveau. J'avais plein de... Ben, tu sais, quand j'ai voulu faire ma mise à jour du code ChatGPT. Oui. Donc, j'avais tout mon matériel existant de la dernière version précédente. Donc, j'avais des notes de cours, des PowerPoint, des emails de marketing. J'ai plein de matériel accumulé que j'ai recherché pendant des mois. En partant, j'ai pointé mon agent vers ça. Je lui ai dit, scanne le dossier complet. Fais-toi une tête sur le projet en date d'aujourd'hui. Propose-moi des angles d'amélioration qui sont inexistants aujourd'hui à la lumière des évolutions récentes de l'IA. Et suggère-moi des améliorations que je devrais faire à mon cours. Boum, l'IA a su tout le contexte, ce qui existait. Et là, elle a utilisé sa connaissance aussi là, qu'elle a emmagasiné de son côté. Puis, bam, elle me propose un plan d'amélioration que je peux soit accepter tel quel, soit discuter avec puis mettre ça à ma sauce. Mais donc, c'est fou. C'est vraiment fou. Donc, en tout cas, j'espère que les auditeurs ont aimé ce podcast-là, qui est plus qu'un podcast, c'est une masterclass sur comment vous pouvez faire en sorte que l'IA devienne un vrai assistant personnel.
Et voilà, puis je rappelle aussi que tu as mis à jour ta formation Devenir plus productif avec ChatGPT qui tient compte de toutes ces nouveautés-là dont tu nous as partagé dans une certaine mesure. Nouveau module également ajouté sur Codex, donc vous en saurez plus avec la mise à jour de la formation. Et pour ceux qui ont déjà la formation, ben c'est inclus. Merci pour le cadeau. Tu mets toujours à jour tes formations, Mathieu, puis ceux qui l'ont déjà acheté peuvent en profiter. Mais vous, si vous vous dites, eh mon Dieu, je peux faire tellement plus avec ChatGPT que ce que je fais actuellement, ben voilà, les notes, dans les notes de l'épisode, vous allez trouver le lien de cette formation-là. Merci beaucoup pour cette mini masterclass quand même très touffue, très enrichie, très appréciée également sans doute de la plupart de nos auditeurs et auditrices. Et on va se donner un autre rendez-vous pour un autre épisode de Productif au quotidien.